Je rêvais de faire ça. Voilà. J'ai 43 ans et je n'ai pas d'enfant. La plupart des gens me plaignent quand ils l'apprennent parce que pour eux, c'est vraiment dommage, vraiment triste de ne pas être mère à mon âge. Du coup, quand ils apprennent que c'est un choix, ils me considèrent souvent avec effroi. Et ils se réjouissent peut-être que cette dame dégénérée, cette égoïste cruelle qui doit haïr les enfants et sans doute les cuisiner dans son chaudron les soirs de pleine lune, bref, cette féministe radicalisée, ne se soit pas reproduite. Je dis ça, mais en réalité, mon utérus n'intéresse plus grand monde depuis qu'il est officiellement perdu pour la France. Perdu pour ce grand réarmement démographique qu'Emmanuel Macron appelait de ses voeux il y a un peu plus d'1 an. On ne l'a pas entendu depuis que les derniers chiffres de l'INSEE sont parus mi-janvier, révélant que la natalité en France est à son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Le taux de fécondité est désormais de 1,6 enfants par femme, alors que les démographes estiment que la population ne se renouvelle qu'à partir de 2,1 enfants par tête minimum. Où est donc le 0,5 enfants que les femmes en âge de devenir mères sont en train de resquiller ? Et pourquoi ces radines ne font-elles pas plus d'enfants alors que le fait d'être mère est une chance ? Ah bah oui, ça, pour les États libéraux, c'est certain. Les enfants sont une bonne affaire, puisqu'avant même d'être de futurs citoyens, de futurs travailleurs, de futurs consommateurs, de futurs contribuables et éventuellement de futurs soldats, ils représentent des sources d'emploi et de profits considérables pour l'industrie française. Et il faut bien les nourrir, les habiller, les divertir, les conditionner à en avoir et à en vouloir toujours plus pour faire tourner la machine économique. Il n'est donc pas étonnant que dans les démocraties ultra-conservatrices comme les États-Unis, l'Italie, la Pologne, la Hongrie par exemple, les dirigeants forcent un peu la chance en restreignant très fort ou en supprimant carrément l'accès à l'avortement, sans pour autant favoriser l'accès à la PMA pour toutes les personnes souhaitant devenir parents. Oui, parce que l'idée, c'est d'avoir des bébés label rouge, fabriqués à la chaîne par de jeunes couples bien hétéros et blancs, de préférence. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ce concept de réarmement démographique souhaité par un homme qui lui-même n'a pas d'enfant. C'est pas ça le problème, ils viennent, c'est pas encore... voilà. D'abord, il implique que le ventre des femmes en âge de procréer est à la disposition de l'État et que les enfants sont en quelque sorte des armes. Et puis, il ne tient pas compte du renouvellement de la population que pourrait offrir l'immigration, par exemple. Il ne tient pas compte non plus des inégalités de genre persistantes dans le domaine de la parentalité, ni du fait que la plupart des femmes hétéros continuent de se taper les 2/3 du travail domestique et qu'elles doivent renoncer à beaucoup de choses pour cocher toutes les cases du maternellement correct. Le fait d'avoir des enfants appauvrit les femmes, puisque ce sont elles qui arrêtent de travailler ou qui diminuent leur temps de travail pour s'occuper des enfants. En fait, les femmes qui ont vraiment la chance d'être mères la doivent en grande partie à d'autres femmes, pour la plupart précaires, et à qui elles délèguent une partie des soins et de l'éducation de leurs enfants. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser ces femmes, mais bien pour mettre les institutions devant leurs contradictions et leurs responsabilités. Parce que le réarmement démographique, selon Macron, ne tient pas compte non plus de l'état du service public, comme celui de la petite enfance, par exemple. L'État s'enorgueillit que près de 60% des enfants de 0 à 3 ans aient une place en crèche ou chez une assistante maternelle. Super! Mais ça veut dire que plus de 40% n'en ont pas. Et ne parlons pas du secteur de l'éducation ni du secteur de la santé, alors qu'il y a 3 fois moins de maternités sur le territoire français aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il ne tient pas compte non plus de la précarisation croissante des jeunes, et plus particulièrement des jeunes femmes, à qui l'on enjoint de faire des enfants avant 30 ans, alors qu'elles accèdent au marché de l'emploi de plus en plus tard pour exercer des métiers de plus en plus précaires qui impactent durement leurs conditions de vie. Aujourd'hui, en France, une personne de moins de 40 ans sur 4 ne mange pas à sa faim, contre 16% du reste de la population. Et c'est à ces personnes que l'on demande de faire des enfants ? Non, mais si vous voulez mon avis, pour que les jeunes veuillent faire des enfants, il faudrait beaucoup moins de discours martiaux et beaucoup plus de mesures féministes. Mais la liste n'est pas finie. Cette injonction nataliste qui s'étend dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord ne tient pas compte non plus de l'exposition croissante aux perturbateurs endocriniens autorisés par l'État. Les pesticides, les phtalates, les microplastiques, pour ne citer que quelques-uns des 906 qui figurent sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2021. Or, la science démontre depuis des années que ces perturbateurs endocriniens diminuent la fertilité des femmes comme des hommes.
Et puis bon, je passe sur les crises politiques, géopolitiques et écologiques qui se succèdent à un rythme effréné et qui rendent l'atmosphère à peine plus sereine que dans un épisode de Walking Dead. Alors, à ce propos, je lisais l'autre jour dans Libé une interview d'un monsieur pro-nataliste qui déclarait « Faire des enfants, c'est refuser la catastrophe ». C'est le titre de l'article. Ouais. Sauter dans le vide, c'est refuser l'attraction terrestre, mais le résultat est quand même un peu aléatoire. Toujours dans Libé, le jour même, c'était le même jour, je crois, j'ai lu un article intitulé « Le courage de ne pas avoir d'enfants ». Le courage de ne pas avoir d'enfants. Et là, c'est ce que je me suis dit, bon, ok, il est temps que j'intervienne. Parce que ce courage n'est que le revers de la médaille sacrificielle que l'on attend des femmes depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas enfin se détacher de la dimension morale de ce choix de ne pas avoir d'enfants ? Est-ce qu'on ne pourrait pas y insuffler un peu de légèreté, un peu d'élan, un peu de joie, exactement comme dans un projet de parentalité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas enfin concevoir, en 2025, que le choix de ne pas avoir d'enfant ne relève pas systématiquement et uniquement du sacrifice ou d'une défaillance psychologique ? Est-ce qu'on pourrait enfin arrêter de parler de ce choix en termes de courage, de renoncement, de peur, de non-désir ? Est-ce qu'on pourrait enfin entendre et concevoir le désir puissant, viscéral et joyeux de ne pas avoir d'enfant ? Ma vie, à moi, n'est pas une non-vie ou une vie par défaut dont tout désir serait absent, c'est tout le contraire. Le choix de ne pas avoir d'enfant a toujours été pour moi un désir profond, de vivre une vie qui me ressemble, que j'aurais choisi. Ce désir n'est pas une absence de désir, c'est un désir alternatif. Et le reconnaître comme tel n'est pas seulement un enjeu individuel, c'est un enjeu de société. Car l'émancipation des femmes, de toutes les femmes, implique que leur choix soit reconnu comme équivalent et qu'elles puissent les penser et les faire dans les mêmes conditions de liberté, de sécurité et de sérénité. Si j'étais un homme, ce désir alternatif serait perçu et accepté comme une ambition personnelle. Mais parce que je suis une femme, il est perçu et critiqué comme étant égoïste. Et pour une femme, le droit à cet égoïsme-là est conditionné au fait de consacrer son existence à quelque chose qui la dépasse. Une œuvre, une cause, un projet. Pour avoir le droit de vivre sa vie comme on l'entend, en gros, il faut être Simone de Beauvoir, Oprah Winfrey ou Mère Teresa. Eh bien, ce soir, je revendique le droit de vivre pour soi une existence banale, comme forme ultime de résistance au rôle de genre traditionnel et à l'injonction performative d'une société obsédée par le dépassement de soi et fondée sur l'épuisement des ressources humaines et naturelles. Reprendre le contrôle de son corps et de son temps, c'est un remède joyeux à l'exploitation et à l'assignation. Ça n'est pas un repli sur soi, bien au contraire. C'est une affirmation radicale du droit de chaque femme à choisir sa vie, avec ou sans enfant.